Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le nouveau rendez-vous dédié aux patrons. Je suis ravie de présenter cette toute nouvelle émission et je suis ravie d'accueillir mon premier invité, Nicolas Doucerin. Bonjour. Oui, bonjour Charlie, c'est un honneur. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes fondateur et PDG de Valhumaine, un cabinet de conseil spécialisé en transition de management. Oui, exactement. C'est ça. Et bien encore merci beaucoup. Je sais que vous êtes un habitué de cette chaîne, oui. Mais pas moi, donc je vais compter beaucoup sur vous pour ce premier numéro. J'espère qu'il va être une réussite. Alors je vais vous expliquer rapidement donc, le sommaire. Donc, première partie, ça va être la séquence en coulisses. On ne va pas vraiment parler des sujets que vous connaissez très bien au quotidien, c'est-à-dire vraiment parler de votre cœur de métier, mais on va plutôt s'intéresser un petit peu à des éléments de votre parcours, que ce soit à la fois vie professionnelle, un petit peu de vie personnelle quand même. Ouais. Et après, deuxième partie, on fera la séquence l'interview chrono, qui sera là des questions assez courtes. Voilà, un petit échange en ping-pong. Vous verrez. Partie de ping-pong là. Voilà, ce sera plutôt tranquille pour terminer. Et donc tout de suite, je vais lancer la séquence en coulisses. Alors pour la séquence en coulisses, on va vraiment parler de votre job de dirigeant. C'est quoi aujourd'hui un patron? Parce qu'il y a plein de patrons différents. Et là, donc, c'est la rentrée, c'est un petit peu la question classique, mais est-ce qu'un patron, ça prend des vacances? Il faut. C'est vrai que beaucoup de patrons, quand ils se lancent dans l'aventure, c'est quelque chose qui est extrêmement prenant. Et parfois, on a tendance à délaisser un petit peu la famille, délaisser un peu l'environnement personnel, parce que finalement, le professionnel empiète un petit peu sur le personnel. Et je pense que l'une des qualités qui arrive avec l'âge, quand on prend un peu d'expérience, c'est d'arriver à se réserver ce que j'appelle des espaces-temps qui sont nécessaires pour respirer, prendre de la hauteur, profiter de ses proches, profiter de ses siens. Et généralement, on arrive beaucoup plus fort après quand on revient justement après les congés. Donc là, vous avez pris vos vacances d'été? Oui, j'ai pris 3 semaines à l'autre bout du monde. Je suis reparti sur les chapeaux de roue, mais par contre, j'ai pris 3 semaines avec ma famille pour lequel j'ai complètement coupé le travail, tout simplement. Et ça a toujours été le cas? Ou d'ailleurs, quand on démarre peut-être une boîte, on va se dire pendant 2 ans, pas de vacances? Ou est-ce que c'est un peu l'écueil des fois? Alors non, ça n'a pas toujours été le cas. Et d'ailleurs, je me souviens quand j'étais tout jeune dirigeant, quand j'avais 19 ans au début, je mélangeais tout. Je travaillais quasiment autant en vacances quand j'étais pas en vacances. Quand je disais avec un brin d'humour, c'est l'expérience. C'est vrai que l'expérience m'a appris à prendre ces espaces-temps. C'est notamment la crise de 2008-2009 que j'ai traversée, où il y a un moment donné, même quand on est en pleine crise, même quand on est parfois au bord du gouffre, il faut se réserver ces espaces-temps parce qu'on est amené à prendre des décisions très rapidement, en très peu de temps. Il faut essayer de prendre les meilleures décisions possibles dans son activité. Et pour ça, il faut être lucide, il faut être reposé et il faut avoir les idées claires. Et c'est là où, avec l'expérience, on apprend justement à scinder les deux. Ça permet d'être tout simplement plus performant lorsqu'on est dans le travail, dans le monde de l'entreprise. Alors donc là, vous m'avez dit, c'est rentrer sur les chapeaux de roue. Alors c'est un petit peu le cas, on voit dans l'actualité, notamment l'actualité économique. Alors c'est pas très positif ce que je vais aborder là, mais on voit beaucoup en ce moment de procédures collectives, de redressement judiciaire, de liquidation dans certains secteurs. Je pense notamment à l'habillement, le secteur, je pense à la tech ou aux startups, où c'est un petit peu la catastrophe. Alors moi, je m'adresse à vous sur cette question parce que vous avez vécu un redressement judiciaire donc lors de votre première boîte. On va nous en parler. Et je me demandais, voilà, quand un dirigeant arrive à ce moment-là, il découvre tout un univers, les mandataires judiciaires, les administrateurs, les juges du tribunal de commerce. Enfin, vous, c'était complètement inconnu à ce moment-là? Complètement inconnu, et ça l'est toujours d'ailleurs pour un grand nombre de dirigeants, même si maintenant on a quand même beaucoup progressé depuis la crise de 2008. Mais c'est vrai qu'on rentre dans un monde que l'on ne connaît pas. D'abord, ce que l'on oublie souvent, c'est que quand on rentre en procédure judiciaire, évidemment, on l'oublie, mais c'est un acte de gestion du dirigeant. C'est au dirigeant d'alerter suffisamment tôt pour éviter de se retrouver dans une situation qui est encore plus critique. C'est ce qu'on appelle notamment quand on arrive en période de cessation des paiements. C'est quelque chose qui demande justement d'avoir cette clairvoyance. Pour ça d'ailleurs, il faut avoir les bons indicateurs, il faut bien maîtriser sa trésorerie, il faut être en capacité évidemment d'avoir ce que j'appelle les phares et les anti-brouillards, c'est-à-dire les différents KPI nécessaires au bon pilotage d'une entreprise,
pour être justement en mesure de prendre les meilleures décisions possibles. Et c'est vrai que ce monde-là, il est extrêmement inconnu. Alors, il y a eu des progrès considérables de fait depuis 10 ans. D'abord, les tribunaux ont beaucoup communiqué depuis la crise de 2008. On peut rentrer en période dite de conciliation. Les acteurs, évidemment les avocats, les juristes, même les conseils externes aujourd'hui anticipent beaucoup plus. Même les écoles de commerce, d'ailleurs, donnent aujourd'hui des cours, des formations pour justement préparer les dirigeants et les futurs dirigeants à cette éventualité parce que ça peut, à un moment donné, être une étape dans la vie d'une entreprise. On le voit, vous venez de le citer, aujourd'hui, on est en train d'avoir une accélération très forte des mises en redressement judiciaire. Alors, il y a un phénomène bien particulier, c'est que pendant le Covid, il y a eu un soutien massif de la part de l'État avec des sommes considérables qui ont été allouées. Je ne vais pas dire à n'importe qui, ce serait un peu méchant de ma part, mais en tout cas avec beaucoup de facilité, ce qui veut dire que les entreprises qui étaient malades avant la crise de la Covid-19, elles ont été tenues, on va dire, pendant 18 à 24 mois grâce aux fonds fournis par l'État et par les banques. Mais si on n'a pas guéri la maladie, évidemment, 2 ans après, là, on se retrouve à nouveau dans les difficultés parce que la dette, il faut la rembourser. Et c'est la raison pour laquelle on a un grand nombre d'entreprises dans pas mal de secteurs que vous avez cités qui aujourd'hui sont en train de partir et qui malheureusement devront partir parce qu'elles le devaient déjà précédemment il y a 2 ans. Voilà, c'est un rééquilibrage qui se fait au niveau de notre économie et avec des projets extrêmement importants sur le plan RH. Et vous, à l'époque, comment est-ce que du coup vous avez été accompagné? Puisque, comme vous venez de le dire, c'était beaucoup plus compliqué en tout cas. Vous n'étiez pas sorti de cette fameuse école de commerce avec toutes les clés en main. Ah non, ça c'est sûr. Je n'étais pas sorti d'école de commerce. Alors, c'est un des avantages, c'est qu'en étant autodidacte, il y a une chose que j'ai toujours su faire et pour lequel on m'avait un peu recommandé ça. Quand vous êtes autodidacte, vous n'avez pas toute cette formation, j'allais dire, initiale, qui vous donne des repères, qui vous cloisonne finalement avec un certain nombre de repères. Et quand on est autodidacte, je trouve que ça développe une qualité assez exceptionnelle, c'est qu'on est un peu une éponge. On a besoin de tout apprendre. Voilà. La finance, le juridique, le social, les ressources humaines. Et le fait de devoir tout apprendre, ça nous impose aussi à bien s'entourer. Je dis toujours que la première qualité d'une dirigeante, d'un dirigeant d'entreprise, c'est sa capacité à bien s'entourer. Quand on est patron de TPE-PME, il faut quasiment aimer tout et savoir tout faire. Mais on ne peut pas être bon et excellent dans tous les domaines. On nous demande finalement d'être stratège, d'être visionnaire, d'être commercial, de s'occuper des ressources humaines, de s'occuper du juridique, du ressources humaines. Bon voilà, on a des prédispositions, on a des qualités généralement naturelles. Moi je dis toujours à un dirigeant de consacrer 99% de son énergie là où il excelle et au contraire de bien s'entourer là où il est plus fragile, pour que l'entreprise puisse effectivement avancer durablement. Et durant la crise de 2008, effectivement, il y a une chose, c'est comme je ne connaissais pas du tout cet environnement-là, immédiatement, je me suis rapproché de mon conseiller, notamment un fiscaliste, enfin pas un fiscaliste, pardon, un avocat en droit social, voilà, qui m'a mis en relation avec un expert du redressement judiciaire. Et c'est cette personne qui s'appelle Yves Bodino, voilà à l'époque, qui m'a accompagné, conseillé, qui m'a présenté qu'est-ce qu'un tribunal de commerce, comment ça fonctionne, quelles sont les procédures, quelles sont les différentes options, comment est-ce qu'on prépare un dossier pour se donner une chance de rebondir. Et toutes ces étapes-là m'ont permis en fait de bien préparer mon dossier pour pouvoir affronter cette épreuve et derrière laisser une chance à mon entreprise de rebondir. Et j'imagine tout ça, en tout cas vous l'avez évoqué dans un livre que vous avez publié il y a quelques années, Ma petite entreprise a connu la crise. D'ailleurs, pourquoi ce livre pour un petit peu démocratiser ce sujet un peu tabou ou pas dans l'entrepreneuriat? Non, alors pour être très honnête, non. L'idée du livre, quand je suis sorti du tribunal, donc le 30 juin 2009, le tribunal de commerce de Nanterre prononce la mise en redressement judiciaire de mon entreprise. Et j'arrive in extremis à faire valider ce qu'on appelle une période dite d'observation de 6 mois. Ça veut dire que j'avais 6 mois pour démontrer au tribunal ma capacité à restructurer l'entreprise, regagner de l'argent et surtout présenter ce qu'on appelle un plan de continuation, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir rembourser la dette qui avait été accumulée les années passées et qui a été gelée à un instant donné. Et j'ai fait ce plan. Le plan de continuation a été validé immédiatement, puis je suis sorti du redressement judiciaire au bout de 6 mois. Donc il y a une charge émotionnelle extrêmement importante parce que là vous voyez le coup près, c'est la décision quand même du président qui, d'une signature, peut décider de la vie ou de la mort de l'entreprise.
Et quand j'ai eu ce soulagement extrêmement important, parce qu'il a validé en fait mon plan, lorsque je suis sorti du tribunal de commerce, je me suis dit j'ai 2 options. Soit je vais aller voir un psy et je vais faire une thérapie de 2 ans, parce que là, il y a quelques chapitres que je n'ai pas bien compris dans ma vie, dans tout ce qui venait de m'arriver. Soit de cette histoire, je vais en faire un bouquin. Et comme je suis un bon autodidacte et que j'ai la chance d'avoir embauché plein de jeunes diplômés dans mon entreprise, j'ai appelé mon ami, salarié, Florent Papin, qui est devenu ami après. J'ai dit, écoute Florent, je l'ai appelé à la sortie du tribunal, j'ai dit, la nature t'a donné des qualités exceptionnelles. Tu as fait Hippocagne, Cagne, Sciences Po Paris, tu as fait Normal Sup à Ulm. Tu as toujours rêvé d'une chose, c'est d'être écrivain. J'ai dit, ton seul problème, c'est que tu n'as rien à raconter. Moi, je suis autodidacte. J'ai une histoire exceptionnelle à raconter, c'est celle qu'on vient de vivre. Et ce que je te propose, c'est qu'on fasse un bouquin ensemble pour raconter l'histoire de Solik. Et il m'a dit banco, et c'est comme ça qu'on a sorti le bouquin. Vous voyez ? Et alors, donc, vous avez écrit celui-là. Et alors, il y a aussi beaucoup de gens maintenant qui écrivent beaucoup de choses sur LinkedIn. Vous avez remarqué, c'est un petit peu le nouveau réseau social professionnel. Au lieu d'écrire un bouquin, on raconte entre guillemets sa vie, alors pro ou perso, sur LinkedIn. Là, vous, c'est quoi un petit peu votre je ne vais pas dire votre stratégie là-dessus, mais en tout cas, j'ai vu que vous publiez assez régulièrement, mais surtout pour promouvoir Valumène. C'est quoi un petit peu derrière l'idée Je vois aussi que vous faites aussi un petit peu, par contre, de temps en temps un peu de perso dessus. Un petit peu. Comment ça vous vient ? C'est venu spontanément ? C'est pour créer un peu une marque, une brand, comme on dit aujourd'hui ? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, ce que j'apprécie énormément dans un réseau comme par exemple LinkedIn, c'est d'animer ce que j'appelle une communauté. Cette communauté, je l'ai construite au travers de toute ma carrière professionnelle depuis maintenant 28 ans. Voilà, parce que je ne sais plus à combien, je dois avoir 13 000 ou 14 000 abonnés aujourd'hui. Et cette communauté, elle reste fidèle, elle communique, elle partage, parce que derrière, il y a une ligne directrice pour laquelle je ne me détache pas, et pour moi, c'est l'humain. Voilà, je n'ai pas créé Valumène par hasard, je pense que c'est la quintessence de mes 28 années professionnelles. D'ailleurs, c'est Valumène, l'humain comme valeur, parce que j'accompagne les entreprises pour mener des grands plans de transformation. Et au travers du réseau LinkedIn, toute cette communauté que j'anime, elle a pour vocation de faire passer des valeurs, des messages autour des transformations, d'ailleurs, tant sur le plan personnel, que sur le plan professionnel, que dans l'organisation du travail, la transformation des entreprises. Et c'est pour ça que j'allie un petit peu toujours les deux. Je peux reprendre un poste qui a eu un petit succès durant l'été. J'ai mes 2 filles. J'allais le citer, effectivement, il m'a marqué sur vos 2 filles, Julie et Lucie. Exactement. Bon, elles m'ont dit papa, parce qu'elles voient beaucoup leur papa travailler. Et j'ai dit, quand vous serez en vacances, vous allez faire un petit stage d'1 journée, 2 journées chez Valumène. Et je les ai emmenées le matin et je les mets au même rythme que moi. C'est-à-dire qu'elles se sont levées à 6 h du matin. Elles sont arrivées, il était 6 h 30 au travail. Je leur ai fait le petit déjeuner et je leur ai montré dans quel environnement je travaillais pour leur transmettre l'esprit d'entreprendre, l'envie d'entreprendre. Alors, entreprendre, ça ne veut pas seulement dire créer une entreprise demain. On peut entreprendre, d'abord, il faut déjà entreprendre pour sa vie, construire sa vie personnelle, donner de son temps à une association, travailler, faire du sport auprès d'un collectif, c'est entreprendre. Et donc, moi, mon objectif, c'est de transmettre cette envie d'entreprendre et de montrer comment est-ce qu'on développe. Bon, apparemment, elles n'ont pas été trop effrayées puisque à chaque fois, elles veulent revenir maintenant pendant les vacances pour venir travailler dans l'entreprise de papa. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Alors, c'est intéressant, toute cette notion, évidemment, d'entrepreneuriat qui est très présente chez vous. Vous avez un fort engagement, en tout cas, on le ressent. Si en plus, vous amenez de temps en temps vos filles au bureau. J'ai trouvé aussi que vous avez un fort engagement au niveau, peut-être, alors, on va dire citoyen, puisque vous avez, pendant un temps, été président du parti politique Nous Citoyens. Alors, je ne vais pas vous faire la question, est-ce que pour faire bouger les choses, c'est mieux d'être chef d'entreprise ou alors d'être politique? Mais en tout cas, à ce moment-là, quand vous dites je vais m'embarquer dans cette aventure, faire ça à côté, qu'est-ce qui vous est passé par la tête de dire allez, je me rajoute ça en plus? Oui, alors il y a une raison à ça quand même, il faut revenir à l'origine, c'est qu'à l'origine, je suis un enfant dyslexique et hyperactif. Bon, donc je dors 4 heures par nuit, et quand je dors mes 4 heures par nuit, il faut occuper ses journées. Voilà, c'est le propre de l'hyperactivité. C'est vrai qu'à l'époque, en 2012, j'étais en plein essor. J'avais une espèce de rancœur contre les politiques. Je trouvais que notre pays prenait franchement une très mauvaise direction.
qu'on avait globalement, je dis bien globalement parce que tous les politiques ne sont pas comme ça, mais une espèce de pensée unique avec un mode d'action très, très stéréotype. Et je trouvais qu'en fait les politiques ne représentaient pas la France et ce que ce pays incarne. Et donc, j'en ai eu ras-le-bol et je me suis dit, maintenant, il faut arrêter de râler, il faut arrêter de contester, il faut agir, il faut créer son mouvement. Donc, j'ai créé un premier mouvement qui s'appelait à l'époque Entreprendre pour la France, que j'ai monté quand même à pas loin de 17 000 adhérents, en partant d'une feuille blanche, en partant de zéro, avec une ligne directrice qui était sociale pour l'homme, libérale pour l'entreprise et écologique pour tous. C'était la grande ligne directrice. Et l'idée était de faire émerger des citoyens toutes les bonnes idées sur des grands chantiers, autour de l'économie, du social, du libéralisme, de l'entreprise, de l'écologie bien évidemment, pour construire un projet, pour créer une grande vague citoyenne, renverser tout le système et puis créer un parti 3.0. Bon, c'était un projet fantastique. Je pense que l'idée était très bonne. Je pense que ce qu'on a réussi à faire est assez exceptionnel. C'est pour ça que j'ai rejoint après Nous Citoyens, qui avait été créé par Denis Père quasiment en parallèle. Maintenant, dans l'exécution, dans le système actuel, c'est très, très, très compliqué de faire les deux. Voilà. Et pour répondre un peu à votre question, on ne peut pas être entrepreneur et homme politique au sens noble à côté, c'est pas possible, parce que les deux prennent considérablement et beaucoup de temps, finalement. Et ma conclusion en 2018, d'ailleurs à l'élection d'Emmanuel Macron, puisque j'ai arrêté mon mandat en 2018, c'était que je ne pouvais pas faire les deux. Donc je suis reparti sur l'entrepreneuriat. Je dirais que la politique, ça doit être un engagement à temps plein, parce que c'est très prenant, parce qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication, et c'est ça. Mais c'était passionnant. Et pendant alors je ne sais pas si exactement pendant cette période-là, mais en tout cas, vous avez basculé dans le monde du salariat, vous avez intégré des cabinets de conseil, hein, c'était voilà, 2016 par là. Ouais. C'était comment cette transition, après avoir pendant des années porté une boîte, et hop, on se retrouve à devoir obéir à des gens, à suivre ce qu'on nous dit de faire un petit peu. Alors, c'est un petit mix entre les deux. On va dire, donc c'était en 2017 jusqu'à fin 2019. J'ai effectivement intégré un cabinet. Alors, c'est pour une autre raison. J'étais autour de la quarantaine. La crise de la quarantaine, chez moi, elle a duré 2 ans. Voilà, j'ai été très casse-pied. Mon épouse s'en souvient encore. Et à l'époque, je me posais beaucoup de questions. Je suis un entrepreneur dans l'âme, mais il y avait toujours, malgré le bouquin, malgré les années, une cicatrice sur le fait d'avoir, à un moment donné, mis en redressement judiciaire mon entreprise. Et il y a un moment, vous posez à 40 ans, vous avez 25 ans de vie professionnelle, j'ai une chance exceptionnelle d'être marié, d'avoir 4 enfants, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, finalement, pour les 20 ans qui suivent ? Et donc, à un moment donné, je me posais trop de questions, et je me suis dit, j'ai besoin un peu de repos, je vais plutôt intégrer un cabinet, d'ailleurs de management de transition, donc c'est là où j'ai intégré un cabinet qui s'appelle Delville Management, et je me suis dit, je vais intégrer ce cabinet, je vais apporter tout mon savoir-faire, mon expérience, mon réseau. Alors, il y a une particularité, j'ai refusé d'être salarié dans le cabinet. Je me suis mis quand même en indépendant. D'ailleurs, je l'avais bien dit aux 2 dirigeants de l'époque, Patrick et Anthony. Je leur ai dit, écoutez, j'accepte de vous rejoindre, mais il me faut 2 choses. Il me faut de la liberté d'entreprendre et je ne veux pas être salarié. Voilà, je ne veux pas rendre de compte. Donc, j'ai passé 2 ans et demi dans cet écosystème-là, dans cet environnement-là, pour ensuite recréer un projet entrepreneurial, effectivement, 3 petites années après. Ça, vous avez le 31 décembre, c'est ça Oui, alors la création exacte, j'ai quitté effectivement Delville fin 2019 et j'ai créé réellement Valumène le 6 mars 2020. Alors vous allez me dire, j'étais en pleine crise, puisque nous étions à quelques jours avant le premier grand confinement, la grande guerre annoncée par Emmanuel Macron, et c'est là où j'ai créé Valumène. Et là, quand vous recréez cette Valumène, vous dites, c'est bon, là, j'ai essuyé assez de pots cassés, ça va être beaucoup plus facile cette fois, ou non, au contraire, c'est une nouvelle aventure, il faut quand même faire super attention. Alors, nouvelle aventure, mais alors, le grand paradoxe, c'est que donc, je crée Valumène le 6 mars 2020. Effectivement, 11 jours après, Emmanuel Macron annonce on est cloîtré chez nous, terminé, interdiction de sortir, sur le sujet. Ma femme vient me voir, elle me dit non mais c'est pas possible, hein. On va pas recréer une entreprise en pleine crise avec le contexte actuel. Et je me souviens très bien ce que je lui ai dit, je lui ai dit écoute, ne t'inquiète pas,
Autant la première crise m'a tétanisé, c'était une première, j'étais inquiet, ça a été une crise terrible et j'étais par moments même tétanisé, c'est le bon terme. Autant celle-là, sans doute le fruit de l'expérience, du bouquin, des connaissances, je sais exactement comment je vais l'affronter. Et pendant que tous les autres vont être tétanisés, moi je vais investir, travailler et lancer le projet. Et en fait, ça a été un départ assez fulgurant parce que ce confinement m'a permis de trouver le nom, de créer le site internet, de prospecter mes premiers clients, d'appeler mes managers, d'utiliser la visio pour lancer toute l'activité. Et ça a été un démarrage, très honnêtement, comme jamais j'aurais pu l'imaginer. Et en plus, on est rentré dans le dernier classement Les Échos, le top 500, la croissance, à la 9e place cette année encore, avec des performances assez incroyables. Et on pourrait dire, c'est quoi le style de Nicolas en termes de management? Alors, si vous interrogez mes collaborateurs, mes associés, ils vous diront que Nicolas, voilà, je suis d'une énergie débordante, parfois trop, c'est la limite, hein, bien sûr. C'est-à-dire que je vais parfois trop vite, trop de projets, mais j'ai cette chance maintenant, à 47 ans, j'ai une directrice générale déléguée remarquable, qui est un peu ce que j'appelle mon ange gardien chez Valumène. Et quand je vais trop vite et que ça commence à dépasser un peu les bornes, elle me rappelle, elle me dit « Là, Nicolas, tu vas beaucoup trop vite, on redescend de 2 étages et on va faire une petite pause. » Voilà, ça c'est l'énorme avantage de prendre en expérience par définition. Donc j'ai toujours cette même énergie, cette envie de développement, de développer les compétences. Je le dis à tous mes collaborateurs, j'ai cette chance-là chez Valumène, j'ai un seul et unique objectif, c'est que chacun de mes salariés doit prendre un maximum de plaisir au travail. On passe 2/3 de sa vie à travailler. Mon objectif, c'est qu'ils viennent le matin avec le sourire, avec de l'envie d'investir. Et je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, c'est une magnifique réussite au sens, j'allais dire, sur le plan humain. J'ai des jeunes collaborateurs, le plus jeune a 18 ans. C'est un jeune, Charles, qui est arrivé pour un stage d'1 semaine. Il a décidé d'arrêter, de mettre entre parenthèses ses études après le bac. Il a tout plaqué, il n'avait qu'une seule envie, c'était de rejoindre Valumène. Et puis vous avez un Thibaut, à l'opposé, qui a 62 ans, 63 ans. Il est à la retraite depuis maintenant 3 ans. Il était venu pour travailler 1 journée par semaine. Aujourd'hui, il est à temps plein, il ne veut plus partir, il est pleinement épanoui. Donc on arrive à gérer justement des hommes et des femmes de 18 à 66 ans, même pour le plus senior, et à partager un projet entrepreneurial. Et c'est ça ma vocation aujourd'hui en tant que dirigeant et animateur de cette communauté. J'avais commencé l'émission par un sujet pas très drôle sur les procédures collectives, redressement judiciaire, donc on va finir quand même par une note plus positive. Et vous avez mentionné que vous faites partie des champions de la croissance, là, ce classement. Qu'est-ce que c'est l'hypercroissance, comment est-ce que vous l'avez vécu? C'est-à-dire, s'il y a des entrepreneurs, évidemment des dirigeants qui nous regardent, c'est quoi un peu les trois décisions, en tout cas les 2-3 questions qu'il faut se poser quand tout d'un coup tout ça arrive? Parce qu'on pourrait avoir tendance à se dire, allez, je vais recruter à fond, puis on verra après. Oui, alors c'est une très bonne question et c'est important parce qu'en plus de ça, dans ce que j'appelle l'hypercroissance, vous avez des paliers. Vous allez pouvoir pendant 1 an faire de l'hypercroissance, tout va très bien fonctionner. Puis à un moment, vous allez atteindre un palier et ça va être beaucoup plus compliqué parce que vous avez un peu plus d'effectifs, parce que l'hypercroissance demande beaucoup de cash. Donc on pourrait reparler du sujet de la trésorerie. Hein, c'est bien l'hypercroissance, mais si derrière ça ne suit pas, ça peut vite. J'ai vu des entreprises faire de l'hypercroissance et s'effondrer et aller au dépôt de bilan. Donc dans l'hypercroissance, ce qui est très important, c'est que le dirigeant ou la dirigeante doit parfaitement bien construire ses fondations. Quand les fondations sont solides sur le plan RH, sur le plan ressources humaines, sur le plan technologique, sur le plan financier, d'avoir les ressources, c'est-à-dire une trésorerie qui est capable de suivre. Si vous commencez à faire de l'hypercroissance, que vous relancez plus vos clients, donc que l'argent ne rentre plus, si à un moment vous vous retrouvez en panne de liquidité, l'hypercroissance, elle va s'arrêter immédiatement. Donc en fait, les fondations, les fondamentaux de l'entreprise doivent être extrêmement solides, ça c'est un élément. C'est surtout avoir les bonnes personnes au bon poste, hyper important, que chacun soit dans son rôle et que les maillons, comme ça, puissent se compléter les uns les autres pour que l'ensemble puisse bien fonctionner. Et ça, c'est un élément important pour pouvoir gérer l'hypercroissance. Super. Merci pour
pour tous ces anecdotes. C'était super intéressant. Et maintenant, on va passer à la séquence, l'interview Top Chrono. Et maintenant, on va passer à la séquence interview chrono. Alors, vous êtes prêt, Nicolas? Je suis prêt. Alors, je vais vous poser une série de questions. Alors, ça va partir un peu dans tous les sens. Et puis, voilà, vous me répondez assez spontanément. Et puis, bien sûr, vous pouvez un petit peu quand même justifier vos réponses. On a parlé de parti politique tout à l'heure. Donc, si vous deviez aujourd'hui rejoindre un parti politique, ça serait lequel? Le mien, Nous Citoyens. Vous aidez beaucoup les entreprises, les entrepreneurs. Vous avez parlé de ça, de tout votre engagement et en particulier les entreprises en difficulté via votre livre. Et d'ailleurs, vous en aviez publié un autre suite à ça, donc, qui était donc, Ma petite entreprise a encore connu la crise. Il y aurait une société aujourd'hui que vous auriez peut-être aimé sauver. On en a vu beaucoup partir au tapis ou en ce moment qui va mal et que vous aimeriez beaucoup sauver. Il y en a plein, mais j'en fais tous les jours. Mais des entreprises dans le secteur aujourd'hui de l'industrie. Une entreprise qui allait me poser une colle là. Mais dans l'industrie, c'est déjà pas mal. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Ouais. Et surtout avec aujourd'hui France 2030, il y a beaucoup de sujets là-dessus. Est-ce que vous pouvez me citer, alors moi c'est un sujet que j'aime beaucoup, c'est l'entrepreneuriat féminin, est-ce que vous pouvez me citer le nom d'une entrepreneuse ou une dirigeante française? Ah oui, Victoria Benaïm. Voilà. Qui est une jeune start-upeuse qui a connu un échec, qui avait créé des bracelets justement connectés autour de la santé, qui a connu une mauvaise association, qui a dû se mettre en redressement judiciaire, que j'ai accompagné et qui a brillamment rebondi dans le domaine de la restauration collective. Oui, récemment. J'ai échangé avec elle il y a 2 semaines. Donc, et ben voilà, Victoria Benaïm. Oui. Est-ce que vous êtes plus télétravail, présentiel, hybride? Je suis présentiel, mais je suis beaucoup sur le terrain. Si vous deviez changer quelque chose au Code du travail, ça serait quoi? L'intégralité du Code du travail. Plus agile, plus souple, plus dans l'air du temps. Vous êtes plutôt, LinkedIn, Instagram ou TikTok? Non, LinkedIn. Une idée de boîte, là, que vous aimeriez monter aujourd'hui? Une autre? Alors peut-être dans l'industrie, parce que j'ai toujours fait du service. Et c'est vrai que le côté industriel, fabriquer quelque chose, je suis toujours passionné de voir des usines de fabrication, peu importe, mais aller dans l'industrie, c'est quelque chose qui me motiverait énormément. Allez, l'application que vous utilisez le plus? Waze pour mes déplacements. Ça arrive. Moi aussi, je crois. Et le GAFA, peut-être, qui vous impressionne le plus? Amazon. Allez, franchement, Amazon, c'est une success story incroyable. Merci, c'est déjà terminé, c'est un peu en temps. Voilà. L'interview chrono, elle porte bien son nom. Merci beaucoup encore, Nicolas, d'être venu pour ce premier numéro. Ça a été super enrichissant et puis je pense que ça a été une réussite. En tout cas, on l'espère et que ça donnera envie à d'autres de venir sur ce plateau pour parler de son travail de dirigeant, son quotidien. Merci encore. Merci beaucoup, c'était un plaisir.